Donc, s'il m'agresse, je lui rentre dedans tout de suite. Exactement. Comme ça, il saura que vous avez du caractère. Hervé, sentant que la farce prenait bien, vous allez droit dans le mur. Avec lui, il faut jouer la carte de la soumission. Ah non, attendez, c'est un pur scorpion. Ils lui bourrèrent le crâne de contradictions. Ne pas tenir tête, mais ne pas être arrogant, ou l'inverse. Sinon, il va vous laminer. Jean-Guy arriva enfin. Jean-Guy Lecointre. Vous êtes Robin Pascal, le candidat, gonflé à bloc par les conseils suicidaires des deux vétérans, décida d'attaquer. Ah bah, c'est le Gradubi qui pousse le bouton. Jean-Guy se figeait. Non mais, qu'est-ce que vous? Prendre le pari sur ce ton, le jeune Robin, pensant bien faire, interpréta la colère du DRH comme un test de virilité. Vous voyez, dans cette bourrade amicale, que ma volonté farouche de collaborer. L'entretien se termina avant même d'avoir commencé. Dans le couloir, sous l'œil hilar des deux saboteurs. C'est incroyable ça, hein? C'est le troisième qui avait de mental. Ah non, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu toc-toc-toc, hein? Il venait de détruire une carrière en 3 minutes. Une bonne matinée. Chapitre 21. Le pélican et le taciturne. La méchanceté envers autrui est souvent un exutoire à la propre folie qui guette. Hervé Dumont, délégué syndical, commençait à montrer des signes de fragmentation mentale. Il était seul, devant la machine, marmonnant. Que je le crois pas. Je m'occupe de mon service, comme je l'entends. Jean-Claude, arrivant par derrière, avec la discrétion d'un char d'assaut, le surprit. Hervé, quoi? Tu parles tout seul. De quoi tu me parles? Mais tu parles tout seul, là. Hervé nia farouchement. Parler seul, c'est le début de la fin. C'est le signe qu'on est un petit vieux sur son banc. Fous-moi la paix. Je réfléchis. Jean-Claude, impitoyable, enfonça le clou. Il entend des voix. C'est Jeanne d'Arc, ou quoi? Cette altercation fit remonter des souvenirs. Le passé de l'entreprise, une époque mythique où Hervé avait une réputation. Tu sais que dans la boîte, on t'appelait le taciturne. Hervé sembla flatté un instant, pensant à une figure de western, sombre et mystérieuse. Mais Jean-Claude rectifia la vérité historique. Hervé aussi, il avait un surnom. Zidibit, on t'appelait le pélican, et souvent, t'appelait Gros Mof. Le pélican, Zidibit, Gros Mof, ces surnoms résonnaient, comme des insultes gravées dans le marbre des années 90. Jean-Claude, lui, se rappelait une époque plus sombre encore. Ses propres années de galère. Ça fait d'ailleurs combien de temps que tu l'as, toi, ce boulot? 5 ans. Il se remémora sa traversée du désert. J'ai été au chômage pendant 10 à 8 mois. Puis après, j'ai eu le RMI. 1 an. Puis, l'allocation solidarité. Et aujourd'hui, là, tu as rien, la tombe. Pour rassurer son ami dépressif, Hervé lui raconta l'histoire d'un copain qui s'en était sorti. Il est resté sur le carreau, et puis il a fini par retrouver. Aujourd'hui, il a un poste de pompiste mi-temps. Pompiste à mi-temps. L'ascenseur social s'était arrêté au sous-sol. Chapitre 22. L'Odyssée pluvieuse vers Valenciennes. Les nuits au bureau poussent parfois à des décisions géographiques regrettables. Une mission se profilait. Un déplacement clientèle dans le nord. Valenciennes, Arras, Tourcoing, des noms qui sonnaient comme le glace d'un week-end réussi. Je pars en déplacement clientèle avec Hervé. Valenciennes, Arras, Tourcoing. En plus, ils ont annoncé de la pluie. Maeva, désigné volontaire d'office, tentait de rationaliser le cauchemar. C'est sûr, ça fait rêver. Hervé, lui, paniquait. Il avait besoin de soutien logistique et moral. Déjà à deux, c'est déjà difficile. Tout seul, c'est l'horreur. C'est alors que Fred, mu par un désir incompréhensible de voir du pays ou de fuir, Paris, se porta volontaire. Tu sais, le nord, la pluie, j'adore. Pourquoi, Valenciennes, ça fait longtemps que j'ai envie de connaître. Maeva n'en revenait pas. Mais t'es complètement folle d'y avoir accepté. On va passer un bon moment, aux frais de la boîte, et on aurait tort de se priver.
Fred voyait le voyage à Valenciennes comme une croisière de luxe, simplement parce que c'était aux frais de la boîte. Même la pluie devenait acceptable si elle était facturée en notes de frais. Chapitre 23. La cabane dans le marais poitevin. Pendant que certains rêvaient de Tourcoing, d'autres rêvaient d'évasion sauvage. Une intérimaire, qualifiant son travail de mission, avait tapé dans l'œil et dans la libido de Jean-Claude. Dans 2 minutes, je ne serai plus des vôtres. Je serai de nouveau libre. Elle aimait l'indépendance. Elle volait d'entreprise en entreprise. Jean-Claude, y voyant un défi, tenta la séduction la plus maladroite de l'histoire des ressources humaines. « Écoutez, mademoiselle, vous me plaisez beaucoup, j'aimerais m'attacher vos services. » Il lui proposa de devenir sa maîtresse. L'intérimaire, poli mais ferme, lui rappela un détail technique. « C'est un petit peu marié, quand même. » Jean-Claude balaya l'objection. Il était prêt à tout quitter. Il demanda où était sa prochaine mission. À Poitiers. Poitiers. Pour Jean-Claude, c'était l'Amazonie, l'aventure. À Poitiers, Notre-Dame-la-Grande, le marais poitevin. Il se lança dans une description bucolique et terrifiante de leur futur commun. « Je vous construirai une cabane dans le marais. On mangera les anguilles que je pêcherai. Je vous débarrasserai de ces accoutrements. On va repartir de zéro. On s'en va à nouveau, hormis au Julien Nengo. » L'intérimaire, effrayé par la perspective de vivre dans la boue, en mangeant des anguilles avec un VRP en rupture de banc, le traita de fou. « Non, mais vous êtes complètement fou. » Jean-Claude insista. « Vous apprendrez à m'aimer. Je suis un homme d'exception, vous savez. » Elle s'enfuit en menaçant d'appeler la sécurité. Jean-Claude resta seul. Son rêve de Robinson Crusoe et Poitevin brisé net. Chapitre 24. Le nez de la discorde. La frustration sexuelle de Jean-Claude devait trouver un exutoire. Il le trouva dans une théorie scientifique personnelle qu'il exposa à Maëva, utilisant le physique d'Hervé comme contre-exemple. Tout commença par une remarque sur le physique de Jean-Claude. « Tiens, salut Jean-Claude, t'as un loup de nez. » Vexé qu'on se moque de son appendice nasal, il contre-attaqua avec une théorie lue dans un magazine douteux. « C'est un truc que j'ai lu, en fait. Plus le nez est volumineux, plus le sexe de l'homme est en conséquence. » Il se tourna vers Maëva, cherchant une validation. « Comment tu le trouves, le nez d'Hervé ?» Maëva, innocente, répondit. « Ben, elle est très mignonne, le nez d'Hervé. T'as un petit nez, ok, mais il est adorable. » Jean-Claude exulta. Petit nez voulait dire petit sexe dans son équation. « Toi, t'as un gros nez. » Il venait de transformer une insulte physique en trophée phallique. C'était sa victoire de la journée. Une victoire triste, basée sur des mensonges anatomiques, mais une victoire quand même. Dehors, la pluie commençait à tomber, annonçant le départ imminent pour Valenciennes. À l'intérieur, la machine à café continuait de ronronner, indifférente aux nains, aux scorpions et aux anguilles du marais poitevin. Le sanctuaire du gobelet, Partisis, l'algèbre des transports et la grève lunaire. Chapitre 25. La théorie du chaos métropolitain. Dans la grisaille matinale, l'arrivée au bureau tenait de l'exploit héroïque. Ce n'était plus un trajet, c'était une odyssée tactique où chaque minute gagnée était une victoire sur la mort lente de l'existence pendulaire. Ce matin-là, Jean-Claude Covenant et Hervé Dumont comparaient leurs feuilles de route avec la gravité de généraux préparant le débarquement. « Dis donc, t'as changé de bus, toi, le 45 ?» interrogea Jean-Claude, notant une variation dans l'horaire d'arrivée de son collègue. Hervé, l'œil brillant du stratège urbain, secoua la tête. Il avait découvert une faille dans le système RATP. « Ah ben non, parce que moi, je prends le 75, qui passe à 26. Parce que si on se vend, je gagnerai 4 minutes. 4 minutes. » C'était dérisoire. Et pourtant, essentiel. C'était le temps de fumer une cigarette, de boire un café, ou simplement de retarder le moment inéluctable où il faudrait allumer l'ordinateur. Jean-Claude, sceptique, tenta de proposer une optimisation. « Et dans ce cas-là, ce serait pas plus simple si tu prenais le 28 de 35 en changeant à la mairie. » Hervé soupira. Les amateurs ne comprenaient rien à la complexité des correspondances.
Ah ben non,